Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Belles Lettres, votre magazine littéraire qui reçoit pour vous Madame Lilia Bongui, une Belge d'origine congolaise, auteure d'Am Soria, un superbe roman autobiographique que nous allons découvrir dans cette émission. Découvrez d'abord mon invité à travers cet élément. Lilia Bongui est née au Congo, actuelle République démocratique du Congo, et a vécu la majeure partie de sa vie en Belgique. Malgré la distance et le passage des années, son regard demeure tourné vers l'Afrique où elle se rend régulièrement. Sensible au sort d'artistes et peintres de talent délaissés par les instances culturelles congolaises, elle créera en 2000 l'association Parallèle 4. Cette dernière aura pour objectif de promouvoir en Europe les œuvres d'une dizaine de créateurs d'art et de récolter des fonds visant à leur faire parvenir du matériel de qualité. En 2016, au terme d'une carrière au sein des institutions européennes, Lilia décide de prendre la plume. En tant que membre de la diaspora africaine, son cœur bat au rythme de l'Afrique et de l'Europe. Cette multiculturalité lui permet de voir, d'écrire et d'analyser avec singularité les thèmes défis de notre société qui lui sont chers, tels que la protection de l'enfance, la condition de la femme, l'accès à l'éducation et la discrimination. Am Soria est son premier roman. L'eau et la montagne de la sagesse, sa deuxième œuvre littéraire à paraître, est un conte basé sur une histoire qu'elle tenait de sa mère, qui elle-même la tenait de ses aïeuls. D'abord une obligation scolaire pour l'invité des belles lettres, la lecture devient ensuite un plaisir, un besoin. Pour Lilia Bongui, la lecture est tout un univers qui permet de s'ouvrir au reste du monde sans toutefois avoir besoin de voyager. La lecture demeure une manière permanente de se cultiver, d'acquérir un nouveau vocabulaire et un niveau de réflexion. Chers amoureux de la littérature, comme annoncé, aujourd'hui Belles Lettres reçoit pour vous et pour votre plaisir Madame Lilia Bongui, auteure d'un superbe roman autobiographique que nous allons découvrir dans cette émission. Bonjour Madame Bongui. Bonjour Monsieur Kalombo, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir, un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Belles Lettres. Et nous vous disons d'emblée merci. Merci pour avoir répondu à notre invitation et merci pour tout ce que vous allez apporter à cette émission. Notre émission de ce jour va se porter essentiellement sur votre roman Am Soria, un roman autobiographique. Mais avant qu'on en arrive là, j'aimerais lire la 4e de couverture à l'intention de nos téléspectateurs afin qu'ils se fassent une certaine idée de ce livre. Durant la colonisation, tout a réussi à mon père. Combattant pour ce droit, il a été le premier à imposer que ses enfants soient assis sur les mêmes bancs que ceux des élèves blancs, dans des écoles de Léopoldville, jusqu'alors interdites d'accès aux Congolais. Sur la photo, je porte la robe que ma mère m'a confectionnée. Si les mots sont placés à l'envers, c'est parce que maman ne sait pas lire. Un soir de 1966, mes parents nous ont amenés, mon frère et moi, à l'aéroport de Ndjili. Sur le tarmac, il y avait un avion immense sur lequel on pouvait lire Sabénan. Papa nous a fait monter à bord et l'appareil s'est envolé et j'ai tout perdu. Là, je viens de lire la 4e de couverture de votre roman, Am Soria. C'est un roman bien écrit, un roman bien présenté, un roman qui ne peut être produit, à mon avis, que par une personne qui a eu à lire et à beaucoup lire dans sa vie. Quelles sont les lectures qui ont marqué votre vie ? La lecture commence tout d'abord à l'école, bien sûr.
Et donc, j'ai eu la chance d'avoir une belle scolarité. J'ai commencé à étudier au Congo, et puis que j'ai quitté à l'âge de 10 ans, et j'ai continué toute ma scolarité en Europe, en Belgique. Alors, le livre est très présent dans le cursus scolaire en Belgique. Et donc, la lecture est une obligation scolaire pour laquelle la direction est très intransigeante au début. Et puis, petit à petit, sans qu'on s'en rende compte, ça devient un plaisir et même un besoin. Alors, bien sûr, j'ai été obligée de lire beaucoup de livres, et certains à l'école, d'autres à la maison, et puis après, d'autres par plaisir, par simple choix. Alors, pour ce qui est des lectures que j'allais dire classiques, il y en a beaucoup bien sûr, mais je citerai tout d'abord, et je pense que beaucoup se retrouveront là-dedans, je citerai les fables de La Fontaine. Je pense que même ici au Congo, tout le monde doit être passé par ces fables merveilleuses et qui sont, à mon avis, un éveil très sain par rapport à la lecture. Et en plus, c'est une manière de retenir de belles phrases et d'y réfléchir, parce qu'on doit les apprendre par cœur, et chaque phrase de ces fables est un appel à la réflexion. Tôt ou tard, on arrive à réfléchir sur le message caché qu'il faut lire de ces fables. Ensuite, le cursus nous mène à Molière. À Molière aussi, qui m'a profondément marqué, l'Avare, le malade imaginaire. Oui, il y a Balzac, Eugénie Grandet, il y a aussi Victor Hugo, bien sûr, Les Misérables, Notre-Dame de Paris. On voyage énormément avec toutes ces histoires aussi. Des livres qui m'ont marqué sont aussi Le Rouge et le Noir de Stendhal, ça c'est un de mes livres cultes. Et puis j'aime beaucoup le roman social, et Germinal par exemple de Zola est un de mes préférés. J'aime beaucoup dans ce qu'il écrit le fait que il se met en face de l'homme et essaye de comprendre ce qui fait sa misère, la misère, pas seulement la misère de l'autre, mais sa propre misère. Et cette réflexion, cette introspection, je la trouve, me parle énormément, et je pense qu'elle est utile pour l'humanité, pour se remettre régulièrement en question. Il n'y a pas que la littérature française qui m'a intéressée. Dans le parcours scolaire, le cours d'anglais vient aussi s'imposer, et là aussi il faut lire. Et donc je retiens le livre qui me bouleverse le plus que j'ai lu en anglais, est celui de Toni Morrison, Beloved. Mais j'ai aussi été très interpellée il y a 40 ans, lorsque j'ai lu pour la première fois 1984 de George Orwell. Je me rappelle qu'à l'époque, mes amis et moi, on riait un petit peu des écrans partout, la surveillance à tout moment, etc. Ce ne sera jamais possible. Et pourtant, quelle prémonition, puisque c'est presque cette situation-là qu'on vit aujourd'hui. Du même auteur, j'ai beaucoup aimé aussi ce conte de fées, qui est en fait une critique de la société, qui est son livre Animal Farm,
qui est donc La ferme des animaux, un livre que je conseille à tout le monde de relire et de réfléchir sur le message qu'il apporte. Pour continuer à parler toujours de livres, je dois dire qu'en dehors de l'école, à la maison, il y avait aussi pas mal de livres dans le sens où la famille d'accueil parmi laquelle je vivais lui était un ancien imprimeur et il avait une très très belle collection de livres. Quand il a changé de métier, sa collection de livres, il y en avait tellement été rangée au grenier, ce qui fait que la caverne d'Ali Baba, pour nous les enfants qui aimions la lecture, c'était d'aller s'isoler tout en haut de la maison et de fouiller dans les livres. Et tantôt c'était une aventure, tantôt c'était un magazine, une autre fois c'était une bande dessinée. J'ai dévoré tous les Tintins plus d'une fois. J'ai aussi lu toute la collection de Bob Moran qui traînait là. Donc tout a été une excuse pour passer de manière éclectique d'une lecture à l'autre. En fait, que représente la lecture pour vous? C'est une évasion. Pour l'homme, oui. C'est une évasion. Chaque livre est un monde différent, oui, qui vient à nous. La lecture, c'est aussi une manière permanente de se cultiver, d'acquérir du vocabulaire, des réflexions. C'est tout un univers qui nous permet de nous ouvrir au reste du monde sans toujours avoir besoin de voyager. Voilà. Est-ce que vous lisiez puisque vous saviez que vous allez devenir écrivaine ou c'était juste par curiosité, pour occuper votre temps Il faut savoir que je n'ai jamais su que j'allais écrire, je n'ai jamais eu d'objectif d'écrire avant ce livre. Alors, il faut savoir que mon parcours est que j'ai commencé l'idée d'écrire m'est venue au moment de mon départ à la retraite. Okay. Avant d'écrire, j'étais fonctionnaire à la Commission européenne, institution dans laquelle j'ai travaillé pendant 25 ans. Alors, au fur et à mesure du temps, j'ai eu une carrière pleine d'apprentissage, tant professionnellement que de manière humaine. Oui. Et quand approchait la soixantaine, c'est-à-dire l'âge de penser à la retraite, oui, je pouvais partir naturellement à 60 ans et au plus tard à 65 ans. Et j'ai décidé de partir à l'âge de 61 ans, parce que c'est l'âge à laquelle j'ai été retraitée. J'ai souhaité de prendre ma retraite très tôt parce que je voulais faire autre chose. Après avoir mené une vie administrative, je voulais réaliser autre chose, mais ce n'était pas très clair l'objectif que j'avais derrière ça. Et puis j'ai pensé à mes enfants, je me suis dit que moi je suis née à Kinshasa, je suis congolaise, j'ai quitté le Congo très jeune. 55 ans plus tard, mes enfants ne connaissent pas bien leur passé et oui, ne connaissent pas bien leur vie familiale maternelle. Et je me suis fixée pour mission donc de réparer cette lacune en écrivant pour eux une histoire de la famille maternelle, de leur famille maternelle. Oui. Et puis, voilà, c'est comme ça que, au moment du départ à la retraite, donc on regarde en arrière, on voit le chemin parcouru,
les petits-enfants arrivent, le moment était propice pour ce genre d'activité. Oui. C'est comme ça que j'ai décidé donc de faire d'abord une histoire autobiographique plutôt familiale. Quand j'ai soumis ce manuscrit à mes enfants qui l'ont lu, d'abord ils ont appris beaucoup de choses, c'était utile qu'ils ne connaissaient pas. Et puis tous ceux qui l'ont lu, pas seulement eux, mais peut-être un cercle un peu plus élargi, tout le monde a trouvé qu'il y avait quelque chose d'important dans ce que je disais et que je ne pouvais pas laisser ces informations de cette manière-là dans un cercle trop restreint. Et je me suis dit pourquoi pas alors naturellement le diffuser à plus grande échelle. Mais vous savez, quand on est personne, diffuser son autobiographie comme ça, c'est un peu présomptueux. Et je me suis dit que pour que l'exercice puisse se faire, je vais y ajouter le défi d'en faire un roman, pourquoi pas, plutôt qu'une autobiographie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai entrepris de transformer, de prendre les éléments, donc les faits, les personnages de ma vie privée et de transformer le tout en quelque chose qui répond aux exigences du roman. Du roman, oui. Oui. Combien de temps a pris l'écriture de ces romans? L'écriture c'est fait par petites étapes, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas de stress ni un objectif commercial ou quoi que ce soit derrière ça. Oui. Je dois dire que le manuscrit préparé pour mes enfants comportait pas moins de 600 pages. Bon. Le livre ici en comporte 333, oui. Plus ou moins. Donc vous voyez le travail qu'il a fallu faire. Il a fallu extraire ce qui allait constituer le roman et puis enlever ce qui était superflu pour le lecteur lambda. Et donc j'ai commencé à écrire fin 2016, début 2017. Et entre-temps, j'ai voulu me lancer aussi dans l'aventure de l'auto-édition, donc j'ai auto-édité moi-même mon livre. Et donc je dirais que tout le processus a pris plus ou moins 3 ans et demi. Oui. Maintenant que vous avez produit ce livre, ce roman, oui, comme un témoignage par rapport à ce que vous avez vécu, ce que le pays a vécu, l'écriture pour vous, est-ce aussi une quête d'identité, une quête de sens? C'est surtout, j'ai surtout écrit pour ne pas que mes enfants aient une quête de leur identité. Moi, j'ai trouvé mon chemin dans la vie qui a été la mienne et qui a débuté au Congo et puis qui s'est dirigée vers la Belgique. Je n'ai pas le sentiment d'avoir une quête. Peut-être que cette quête-là, je l'ai faite durant ma vie, mais oui, en tout cas, la lecture, l'écriture du livre n'est pas du tout une recherche. Est-ce qu'elle ne nous a pas permis de vous retrouver quelque part, l'écriture de ce livre? Ça m'a permis de faire un résumé et de mettre en avant surtout certains thèmes qui me tiennent à cœur. C'est-à-dire le thème de l'identité, oui, de l'enfant qui doit rester au centre de l'intérêt, des thèmes de la femme, oui, de la femme, de sa place dans la société, de la place de la mère dans la famille, dans la société aussi. Oui. C'est tous ces problèmes-là qui me tiennent à cœur et que j'avais envie de mettre en avant, mais que ce soit le lecteur qui les ressente plutôt que de les défendre. Je les sous-entends et j'espère que le lecteur verra dans ma manière d'avoir
évoquer ces éléments, un sujet plus universel même, parce que l'exil, la perte de repères, les droits de l'enfant, les droits de la femme, l'égalité des chances, tout ça, ce sont des éléments qui concernent tout le monde, que ce soit en Belgique ou au Congo ou même dans le reste du monde. Ok, Amsoria, le titre de votre roman est de nature à susciter la curiosité auprès de vos potentiels lecteurs. Est-ce que c'est à dessein que vous avez choisi ce titre-là, Amsoria? Qu'est-ce que ça signifie? Oui, mais je Quel est le dirais que... contenu que vous donnez à ce titre-là par rapport au roman? Oui. Oui, en fait, c'est un titre que j'ai choisi à dessein pour susciter la curiosité. Vous savez, quand on produit soi-même son livre, Oui. qu'on l'a auto-écrit et qu'on n'est personne dans le monde littéraire, Oui. il faut user un petit peu de subterfuge pour que le regard se jette, pour attirer le voilà, regard. pour attirer le regard et un Oui. petit questionnement qui fera peut-être qu'on tendra la main pour prendre le livre, oui, tout à fait. etc. Donc, il y a eu cette idée-là qui a toujours été derrière, parce qu'une fois que le livre est écrit, on devient aussi celui qui doit veiller à ce qu'il soit diffusé. Et donc, mais je voulais un titre qui ait un sens. Et qui corresponde au message que je développe. Et voilà, je cherchais et quand j'ai vu le mot Amsoria dans un lexique, j'ai directement su que ce mot-là, d'abord à la prononciation et à l'oreille, me convenait. Et puis quand j'ai lu la définition, que j'ai su que c'était un mot qui est une fabrication, on est au pays de la récupération. Et donc, voilà, ce mot est arrivé à l'est du pays dans les années 60. Oui. C'était des soldats ghanéens, soudanais de l'ONU qui parlaient anglais et qui déambulaient près des Congolais, et les Congolais, ces soldats disaient « I'm sorry » pour s'excuser pour une raison ou pour une autre, oui. Et les Congolais ont compris « I'm Soria ». Et voilà, donc ce mot est resté. Et puis ce mot a voyagé, paraît-il, et il est même arrivé, je ne sais pas à quelle période exactement, ici jusqu'à Kinshasa. Et là, le receveur des transports en commun oui. utilisait ce mot pour signifier aux chauffeurs qu'ils pouvaient avancer. Okay. Alors, j'ai trouvé que ce mot me ressemblait aussi parce que c'est un mélange entre l'Europe et l'Afrique. Oui. Et donc, cette créolité-là me parlait énormément, oui. Alors, pour ce qui est de mon roman, c'est vrai que la relation n'était pas évidente du premier coup, mais j'ai une amie qui est africaine aussi, elle est franco-togolaise, elle s'appelle Paul Keke, je la remercie encore. Quand je lui ai dit que j'avais peut-être trouvé le bon titre, que je lui ai dit que c'était Amsoria, elle m'a dit « garde-le ». Je lui ai répondu « oui, mais alors tu me prépares la préface ». Oui. D'accord, a-t-elle répondu. Et c'est elle qui signe cette très belle préface dans laquelle elle explique que Amsoria, elle en fait un néologisme. Pour elle, Amsoria signifie l'empathie, oui. Le réconfort. Oui. Et donc, il veut dire qu'on compatit pour la douleur de l'autre. Et je pense qu'elle explique de très belle manière pour introduire mon texte. Et voilà, je pense que ce mot-là, qui est né ici, grâce à mon livre, va peut-être
trouver une nouvelle vie. Ok. Quel message avez-vous voulu transmettre au travers de ces romans? Au travers de ce roman que j'ai écrit au départ pour mes enfants, je voulais que l'enfant reste au centre de la préoccupation. Oui. Et donc, je trouve que les circonstances de la vie sont toujours imprévisibles, mais que l'arrachement d'un enfant pour des raisons diverses à sa mère et par extension à sa terre-mère, Oui. cette extraction laisse des traces. Je pense que séparer la mère est le premier contact entre l'enfant et le monde extérieur. Oui. Et séparer la mère de l'enfant l'enfant doit toujours être la dernière des solutions. Et la dernière des solutions à utiliser parce que ça laisse des traumatismes très importants. J'ai eu la chance de ne jamais avoir à subir ça, moi et mes enfants. Ok. Quelqu'un a dit qu'écrire son autobiographie, c'est survivre à son passé. Êtes-vous de cet avis? Non, pas spécialement, parce qu'on peut arriver à l'écriture de la biographie, de l'autobiographie sans avoir eu à vivre des choses atroces et à les survivre. On peut juste avoir vécu que des belles choses et avoir envie d'en parler. On peut juste avoir envie de défendre une idée, un message suite à une expérience positive ou négative. D'ailleurs, beaucoup d'autobiographies ne sont pas éditées, restent dans des tiroirs ou sur le coin, dans le fond d'une armoire. Ça a juste servi peut-être à s'exprimer en écrit. Peut-être après avoir surmonté un traumatisme, on avait envie de le mettre sur papier et de passer à autre chose. Donc, je ne pense pas, c'est une des possibilités, mais je ne pense pas que c'est la raison principale. Ok. Amsoria, en fait, c'est l'histoire d'un déracinement involontaire, votre déracinement. Vous avez été coupé de votre pays natal. Oui. C'est aussi l'histoire d'un enracinement que je peux qualifier de volontaire dans votre pays d'accueil. Pendant les deux étapes, le déracinement et l'enracinement, qu'est-ce qui a été dur pour vous? Le déracinement n'a pas été volontaire, mais involontaire. Involontaire, oui. Oui. J'ai dit volontaire. Non, oui, involontaire. J'ai peut-être mal compris. C'est involontaire, involontaire, oui, d'accord. Oui, oui, c'est involontaire. Donc, ce qui est dur, c'est, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'arrachement à la terre et à la mer. Oui. Ce qui est dur, c'est la perte de repères. Quand c'est une extraction sans anesthésie, comme je dis toujours. Du jour au lendemain, on est arraché et on n'a plus rien qui ressemble à ce qu'on a connu, qu'on connaissait la veille. Oui. Ça, c'est un grand choc, un premier grand choc. Du jour au lendemain, on devient quelqu'un d'étrange, on devient un étranger. Ça aussi, et on est obligé d'habiter cette nouvelle condition. On n'a pas le choix, on ne peut pas le rejeter parce que c'est le regard de l'autre qui colle cette étiquette et à laquelle on ne voudrait pas être associé, mais qu'on doit porter. Donc ça, et puis alors il faut donc essayer de trouver des bouées de sauvetage. Oui. Je dirais, ça on s'enferme dans les souvenirs, etc., pour essayer
de s'en sortir. Ce qui est difficile pour s'enraciner, c'est qu'on sera toujours différent. Et cette différence, c'est la couleur. Mais celle-là, elle s'atténue et c'est la langue qu'on ne parle pas, oui. Mais qu'on finit lorsque, oui. Par manque d'utilisation, quand on est totalement déraciné comme moi je l'étais, par manque d'utilisation, on finit par l'oublier. C'est le propre de l'enfant. L'enfant s'adapte à l'endroit où il est. Oui. Et petit à petit, on se vide de ce qui était essentiel de l'autre côté. Les parents n'étant pas là pour perpétuer les habitudes, etc., on les oublie aussi. Mais ça permet d'intégrer les nouvelles choses de l'endroit où on arrive. Donc la difficulté, c'est la perte du lingala, le gain du français, la perte de l'accent, le gain de l'accent français, francophone, belge, même l'apprentissage de tous les patois qu'on va rencontrer sur sa route. L'instinct de survie fait son travail, oui. Et donc on arrive à surmonter les difficultés et les choses avec le temps deviennent de plus en plus faciles. Après 55 ans de vie en Belgique, qui êtes-vous en fin de compte? Une Belge d'origine congolaise, une Congolaise vivant en Belgique ou une Belgo-congolaise? Cette question, je m'y attendais un petit peu et elle est tout à fait, je la comprends, oui. Mais il n'y a pas de guerre de camp. Il n'y a pas de guerre de camp parce que on a la double culture, on est enrichi. En fin de compte, la multiculturalité est un atout. Moi, à cette question, j'ai envie de répondre que je suis 100% belge, je suis 100% congolaise. Comment? Donc, 100% belge, 100% oui. Congolaise? Oui. Il n'y a pas de tiraillement entre les valeurs, entre... J'ai évolué, bien sûr, quand je suis arrivée à l'âge de 10 ans, le lendemain de mon arrivée en Belgique, oui. J'étais 100% congolaise. Mais j'ai évolué petit à petit et moi je dirais que mon cœur est congolais, ma peau est congolaise, mes origines sont congolaises, mon sang aussi. Mon cœur est européen et ma culture est européenne. Il n'y a pas de tiraillement parce que ma mère restera toujours ma mère, où que je sois. Donc, je n'ai pas changé de maman, je n'ai pas changé de lieu de naissance, je n'ai pas changé de couleur. Oui. Alors, je ne vois pas en quoi j'ai perdu quoi que ce soit en termes de congolaise. J'ai gagné d'une culture, j'ai gagné d'affection. C'était pas le désert, il y a eu des mains tendues, il y a eu des chances qui ont été données. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai eu des amis, je me suis attachée, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Mes enfants sont de deux cultures, de deux couleurs, comme on dirait. Je ne me vois pas, je ne voudrais pas qu'on leur demande s'ils sont belges ou congolais, parce qu'ils sont les deux. Oui. Et moi, je pense que extérieurement, bien sûr, je suis congolaise et je suis fière de l'être, mais je ne renie pas du tout ce que je suis devenue grâce à mon parcours qui s'est passé pour la plupart en Europe. Ok. Quel rapport entretenez-vous avec le Congo? Quand je marche dans les rues de Kinshasa, oui. Alors là, c'est un rapport très particulier et je pense que
aucun Congolais n'ayant vécu à l'extérieur du pays ne ressent ça. Quand je marche dans les rues de Kinshasa, je me dis que je suis chez moi. Ok. Quel effet ça vous fait de voir le Congo occuper le devant de la scène pour des choses négatives, souvent, dans la presse? Alors, d'abord, le titre de mon livre vient de cette région-là. Oui. Le hasard de l'histoire. Et donc, je pense justement, dans cette relation que je dis mère-fille, je pense à toutes ces femmes, à tous ces enfants qui subissent toutes ces exactions. C'est à ces personnes-là que je pense en priorité. Je pense que, je crois comprendre que les autorités maintenant prennent ce problème-là vraiment très au sérieux et je croise les doigts pour qu'on trouve une solution très rapidement aux catastrophes qui s'amoncellent dans la région. Ok. Quelque part dans le livre, votre tutrice, Marielle Verhagen, dit, je cite, « Notre devoir est de vous apprendre, en complément de ce que l'école vous apportera, les bonnes manières et les valeurs de notre race et de notre continent, c'est-à-dire de vous civiliser. » Quelle est votre réaction par rapport à ces paroles? Alors, justement, comme ce sont des paroles qui sont extraites du livre, oui. Je me permettrai, si vous voulez bien, de laisser au lecteur l'occasion de découvrir par lui-même et de ressentir par lui-même ce que ces paroles peuvent induire comme réflexion, etc. Bien sûr, j'ai mon opinion, mais par respect de mes lecteurs, je préfère m'abstenir de la donner. Revenons à vous. Quelles sont les valeurs de la culture européenne que vous avez héritées? Les valeurs, en règle générale, les valeurs, c'est une certaine moralité. Oui. Les valeurs sont en général universelles, en gros. Et puis, il y a une hiérarchie en fonction peut-être des pays, des cultures, etc. Alors, les valeurs européennes, bon, de la culture, puisque chaque culture a quand même des valeurs. Oui, oui, oui. En Afrique, il y a quand même certaines valeurs qu'on ne retrouve pas en Occident. Oui. Alors, en Occident, moi, ce qui me convient de l'Occident, ce sont ces valeurs de tolérance, d'ouverture d'esprit. Oui. Toutes ces valeurs qui se rapprochent de tout ce qui peut garantir la paix et la liberté. Oui. Les valeurs d'égalité de chance, les valeurs qui tendent à éviter les discriminations, les ostracismes, les racismes, etc. Puisque ça, ce sont des problèmes qui me touchent en particulier. Donc, je dirais que c'est tout ce pour lequel on se bat pour garantir la paix, la justice et la liberté, notamment de parole. Ok. Et les valeurs de la culture africaine que vous avez gardées? Oui, les valeurs de la culture africaine que j'ai emportées avec moi, bien sûr, j'avais 10 ans, donc elles étaient déjà, je pense, bien ancrées et je les ai gardées précieusement. C'est la solidarité, le sens de la famille, le respect de l'aîné, le respect de l'accueil qui est toujours très important et voilà, le sens de l'honneur aussi. Et puis, je pense que oui, voilà, le pardon. Le pardon aussi est quelque chose qui au Congo m'a toujours semblé être quelque chose auquel on tenait beaucoup. La valeur négative
que je trouve que l'Europe indique qu'il faut, et que j'ai intégré, que je trouve qu'il ne faut pas avoir, Oui. c'est l'échec. Ça, c'est... voilà. En revanche, la valeur négative celle qu'il faut rejeter au Congo, je trouve, c'est la colère. La colère? Oui. Ah bon? C'est ce que j'ai emporté avec moi. Je trouve qu'il faut... j'ai appris ici à ne pas me laisser submerger par la colère et à la laisser me guider. Ok. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir en Europe, de résister face aux méchancetés de votre tutrice, au racisme et à l'hostilité des gens? Là encore, je vous renvoie à mon livre parce que je pense que certaines réponses seront trouvées et peut-être pour ne pas être dans le conflit d'intérêts, je ne peux pas donner mon avis qui ne sera peut-être pas celui qui est dans le livre. Ok. Parlant de Kinshasa des années 70 et de jeunes de l'époque, vous écrivez « Ici, seule l'apparence compte et toute l'énergie est concentrée à la soigner. » Avez-vous la même impression 55 ans après ou 50 ans après? Je ne pense pas que la situation a changé, bien sûr. Oui. Les paroles que vous reprenez là sont les paroles que la jeune fille, c'est l'analyse que la jeune fille sur le moment même. Oui. Donc, il faut faire attention entre ce que l'auteur pense et ce qu'elle fait penser à l'enfant. Parfois, les avis convergent, parfois ils divergent. Mais je pense que le comportement de ces jeunes à l'époque était tout à fait normal. Des personnes comme moi qu'ils appelaient, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, des Belgicains. Oui. Nous étions des enfants privilégiés qui étaient envoyés en Europe et qui revenaient tous les ans pour les vacances scolaires à Kinshasa. Ces jeunes désœuvrés voyaient ces enfants revenir en pleine bonne santé, avec plein de gadgets, de vêtements à la mode, etc. etc. C'était un peu venir les narguer avec tout cet apparat. Et les jeunes, comme ils étaient désœuvrés, je pense que c'est à ce moment-là que cette obsession pour l'Europe est née dans l'imaginaire des jeunes. Oui. On leur faisait penser que là-bas c'était le paradis puisqu'on arrivait toujours avec des choses extraordinaires qu'on ne trouvait jamais là-bas. Qu'on ne trouvait jamais ici. Donc je pense que cet état d'esprit perdure encore. Même si moi j'aurais tendance à dire que l'herbe n'est pas toujours plus verte dans la prairie d'à côté, mais je comprends qu'on a des rêves et qu'on ne peut pas toujours décourager tous les rêves. Mais quand je reviens à Kinshasa, je circule toujours dans les endroits où j'ai grandi, dans les endroits où je suis retournée. Il y a toujours cette nostalgie, des choses qui n'existent plus, mais on se dit, voilà, ça c'est... Il n'y a pas longtemps, j'ai été revoir la maison où j'habitais quand j'ai quitté le Congo. Et puis, voilà, quand je me promène, je ne vois plus ces jeunes déambuler comme... je ne pense pas que ça existe encore de la manière dont ça se faisait à ce moment-là. C'était les tout premiers, il y avait une fraîcheur, il y avait une créativité, il y avait... on dirait qu'aujourd'hui, on rêve toujours d'Europe, mais on n'y croit plus de la même manière. Okay. En tout cas, c'est ce que je pense. Vous vous exprimez en français. Quel rapport entretenez-vous avec cette langue, la langue française?
La langue française est une très belle langue. Moi, je l'ai entendue très tôt parce que mon père était un homme très cultivé, un érudit. Il parlait couramment l'anglais, le français. Son français était parfait. Je me souviens que lorsqu'il avait des invités à la maison, Oui. Nous devions quitter le salon. Pourquoi? Mais je me mettais toujours, je me cachais derrière la porte fermée, j'écoutais les conversations Oui. pour la beauté de la langue française. Ok. C'est lui qui m'a fait aimer la langue française. Ce n'est pas parce que c'est la langue qui a été imposée par la colonisation que j'ai aimé cette langue. Et je suis contente de l'avoir aimée Oui. avant qu'elle me soit imposée par l'école. Ok. Et je pense que si la colonisation ne nous l'avait pas imposée, je me serais imposé le devoir de l'apprendre, parce que c'est une très belle langue. Là, nous sommes presque au terme de notre émission, mais avant qu'on arrive à la fin, avez-vous un mot à dire à propos de Belles Lettres, cette émission qui vient de vous recevoir? J'avais envie, avant de rentrer en Belgique, de participer à une émission culturelle au Congo. Oui, C'est chose faite. Je vous remercie beaucoup. je vous en Je prie. trouve que votre émission porte bien son titre, Belles Lettres, parce que vous avez mené cet entretien avec brio et élégance. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est à nous plutôt de vous remercier pour avoir répondu à notre invitation, surtout pour votre disponibilité et pour votre prestation qui a nourri tous ceux qui nous suivent. Encore une fois, merci. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous avons reçu Madame Lilia Bongui, auteure d'Am Soria. Je l'avais dit, un roman, un superbe roman que nous avons découvert dans cet entretien. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et vous fixons rendez-vous au prochain numéro de Belles Lettres. Bye bye.